Chaque mois, tu reçois des factures, que ce soit par email ou bien par courrier. Ensuite, tu dois vérifier les montants, les renommer, les mettre dans des dossiers, les saisir dans ta compta, et tous les mois, tu dois recommencer. Si ce process, il te prend 10-15 minutes par facture, eh bien, tu arrives à plusieurs heures de comptabilité par mois. Mais ça, c'est un exemple. Si par exemple, tu dois envoyer des mails répétitifs, si par exemple, tu dois gérer l'onboarding de plusieurs clients et envoyer toujours les mêmes fichiers à ces clients-là, que tu sois un entrepreneur, un business ou que tu sois une personne qui crée des automatisations, tu as déjà dû entendre ce genre de sujet. Alors, si toi aussi, à un moment, tu t'es déjà dit « Ah, je pense qu'il faudrait que je commence à automatiser ça pour gagner du temps », alors cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te présenter les 5 choses à savoir avant de commencer à automatiser ton process et aussi potentiellement éviter les erreurs que j'ai pu faire au début. D'ailleurs, avant de commencer, n'hésite pas à me dire en commentaire les process de ton côté tu aimerais voir automatiser et peut-être que j'en ferai une vidéo pour vous aider. Allez, on est parti pour les 5 grands principes à connaître. Alors le premier principe, il paraît plutôt logique, mais c'est de ne jamais automatiser un process qui est soit cassé ou que vous connaissez mal. Je m'explique. Alors le premier réflexe quand on découvre l'automatisation, c'est de vouloir vraiment tout automatiser. On se dit, ce truc là ça me prend du temps, je vais le faire de manière automatique. Sauf que c'est à ce moment-là que la plupart des gens se plantent, parce que justement, si vous connaissez mal votre process et que vous voulez le automatiser par une machine, et ce qui va se passer, c'est que la machine qui comprend aussi mal votre process, parce que c'est vous qui l'avez créé, va répliquer du coup toutes les erreurs, mais à une vitesse supérieure. Donc au lieu de résoudre votre problème, vous allez juste en créer des nouveaux. L'important, c'est déjà de bien maîtriser son process manuel, parce que si ce dernier est bancal, si tu fais des erreurs, si tu oublies des étapes dans ton process, et s'il y a certains cas que tu ne sais pas comment gérer, eh bien l'automatisation va répliquer ça à une plus grande échelle. L'erreur, c'est globalement de vouloir automatiser un processus sans avoir pensé à une stratégie claire. Je sais que l'automatisation peut être attirante par ses promesses de gain de temps et de productivité, mais sans vision structurée et sans préparation au préalable, vous risquez juste de complexifier le problème et d'augmenter les erreurs. Globalement, voici quelques exemples qui montrent que vous n'êtes pas prêt à automatiser ce process en question. Si déjà dans un premier temps le process tu ne maîtrises pas toi-même, si par exemple avec l'exemple des factures, tu dois réfléchir 5 minutes avant de préparer ta propre facture, c'est que tu n'es pas prêt pour la transposer en termes de process, car il faut d'abord que tu le maîtrises manuellement. Déjà, si le process tu ne maîtrises pas toi-même, par exemple pour l'exemple des factures, si tu viens de changer de logiciel comptable, il faut que tu apprennes à le maîtriser avant de vouloir le transformer en process automatique. Déjà, tu apprends à maîtriser cet outil-là, tu apprends à comprendre comment est rangée la donnée, comment est structuré cet outil, et après tu peux le transposer en automatique. Autre exemple, si dans ton process de facturation par exemple, tu as vraiment beaucoup de cas particuliers, je ne sais pas, tu es une entreprise avec plein de cas particuliers en fonction du client, etc. Eh bien l'automatisation, ça va juste compliquer ta tâche, parce que tu devras prendre en compte chacun de ces cas particuliers pour automatiser. L'automatisation, ça se prête au mieux si vous avez vraiment un cas récurrent qui se reproduit à chaque fois, et peut-être quelques cas particuliers qui peuvent être gérés en parallèle. Et enfin, autre cas qui est difficile à automatiser, ce sont tous les cas où il y a un jugement humain qui est nécessaire. Si par exemple, dans ce que vous voulez automatiser, il y a beaucoup de décisions humaines, est-ce qu'il y a des décisions à prendre en termes de virement, est-ce qu'il y a d'autres décisions à prendre? Dans ces cas-là, vous pouvez mettre une automatisation avec un human in the loop, donc une demande d'approbation, mais si vous devez vraiment faire beaucoup d'approbation, ça risque plus de vous compliquer qu'autre chose et casser votre flux de travail. Donc pour résumer, avant de vouloir automatiser ton process, entraîne-toi à le réaliser manuellement, à bien comprendre tous les tenants et aboutissants. L'objectif est que tu comprennes chacune des étapes que tu fais, les décisions que tu prends à tel moment, et identifier tous les problèmes potentiels et cas particuliers. Une fois que tu auras ça, tu pourras passer à la deuxième partie qui est la cartographie du process. Le principe numéro 2, c'est de cartographier ou bien mapper son process avant de construire. Et c'est aussi ma partie préférée. L'objectif ici, c'est que vous dessiniez, donc vous pouvez utiliser un Whimsical ou un Miro par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est ce genre d'outils par exemple qui permettent de cartographier un process. Donc là c'est un process que j'ai cartographié pour une boîte et vous pouvez faire des schémas visuels qui vous permettent de bien visualiser chacune des étapes de votre process. Donc là par exemple dans le cas de ma facture, vous pouvez prendre un petit carré et dire donc là j'indique email qui est la réception de la facture par email et quand je reçois cette facture, qu'est-ce que j'en fais? Je vais la télécharger et ensuite une fois qu'elle est ajoutée à mon outil comptable, en fait je vais la matcher avec la dépense initiale. Et voilà globalement comment vous pouvez mapper un process. Là je l'ai fait de façon très simple, mais vous pouvez rajouter ensuite d'autres branches, d'autres décisions par exemple. Et l'objectif c'est que vous ayez une vision claire de tous les tenants et aboutissants de ce process-là, afin de pouvoir ensuite prendre en compte tous les cas particuliers, toutes les branches de celui-ci, et que vous pouvez retranscrire en automatisation. Le problème, c'est que tant que vous n'avez pas ça, en fait, vous pouvez toujours potentiellement oublier des cas particuliers,
oublier des cas précis, et ça fait que lorsque vous allez construire votre workflow, vous n'allez pas prendre en compte ces possibilités-là, et du coup vous allez vous rendre compte à la fin, et potentiellement devoir tout reconstruire parce que vous n'avez pas pris en compte telle partie du process. L'avantage de mettre tout à plat dès le début, c'est que vous allez vous rendre compte déjà des étapes que vous faites par habitude mais qui ne servent à rien. Vous allez vous dire tiens, c'est bizarre, en fait j'utilise ça, mais pourquoi je le fais en fait? Et vous allez juste supprimer ces parties. En fait, vous allez vous remettre en question sur votre propre process, et vous allez pouvoir simplifier, nettoyer votre process, et pouvoir à la fin avoir vraiment quelque chose qui soit 100% utile. Donc si vous voulez un petit peu des petits conseils pour vous donner des idées de quelles questions vous devez vous poser à chacune des étapes. Concrètement, à chaque étape, vous vous posez la question, cette étape, à quoi elle sert? Ensuite, quel outil j'utilise pour cette étape-là? Troisième, combien de temps ça me prend, cette étape? Et enfin, quels sont les potentiels problèmes reliés à cette étape? Si vous posez ces questions-là pour chacune des étapes, à la fin, vous pourrez identifier ce qu'il y a à supprimer, ce qu'il y a à améliorer, et ce que vous pouvez garder, bien sûr. Donc là, j'ai un peu mieux mappé le process, par exemple, pour l'histoire des factures. Globalement, on peut arriver à quelque chose d'assez simple comme ça. Dans un premier temps, je reçois la facture. Donc je reçois la facture déjà sur quel outil? Est-ce que c'est Gmail? Est-ce que c'est Outlook? Est-ce que c'est un autre gestionnaire d'email? Ensuite, le problème potentiel, c'est que ça peut arriver dans les spams des fois. Donc voilà, prendre en compte ce problème-là pour l'automatisation. Ensuite, je télécharge le PDF. Donc là, prendre en compte sous quel format arrive la facture. Est-ce que c'est format image? Non, normalement ça n'arrive pas. Est-ce que c'est au format PDF comme ici? Est-ce que la facture est toujours liée à cet email-là, par exemple? Ensuite, vérifier les informations. Donc là, ça me prend quelques minutes. Est-ce que du coup, pour vérifier les informations, est-ce que je fais un OCR, donc du scanning directement avec un agent IA, ou est-ce que je garde cette action-là de manière manuelle? C'est-à-dire que là, par exemple, je mets un human in the loop pour dire « Ok, tu as reçu ta facture, vérifie les informations avant que je les rentre dans l'outil compta », par exemple. Donc là, déjà, on peut définir un petit peu les étapes. Ensuite, ranger dans le dossier. Donc, où est-ce que je stocke ma facture habituellement sur mon ordi, ou sur un drive, ou sur une autre plateforme, peut-être sur un serveur. Donc là, il faut comprendre quel outil on utilise pour stocker le dossier et déjà se renseigner peut-être sur les API pour envoyer l'information de la facture à ce dossier-là. Et ensuite, quand la facture est rangée, celle-ci est ajoutée à mon outil compta. Donc là, encore une fois, quel outil compta j'utilise? Est-ce qu'il y a une API qui est disponible? Est-ce que je peux faire une connexion facilement entre mon outil pour ranger ma facture et l'outil compta? Sinon, s'il n'y a pas de connexion, peut-être que je dois changer mon outil de stockage de facture. Vous voyez, il y a toute cette réflexion à avoir quand on réfléchit à un process et qui nous permet de déjà nous rendre compte des limitations potentielles du process. Est-ce qu'il sera facile à automatiser ou est-ce que justement ça va être trop complexe? Ça va prendre trop de temps à mettre en place, il y a trop de cas particuliers, et dans ces cas-là, ça vaut pas le coup. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce mindset que je veux que vous commenciez à avoir, et que je veux vous transmettre aussi. C'est vraiment cette capacité à pouvoir penser à toutes les possibilités, et à pouvoir définir, juste avec un petit process comme ça, si l'automatisation est possible ou non. Là, c'est bien beau, je vous parle de process, je vous parle de mapper celui-ci sur un beau schéma, mais concrètement, il faut que vous posiez la question aussi, est-ce que ça vaut le coup d'automatiser financièrement? Parce que oui, dans le business, tout est histoire de retour sur investissement. Malheureusement, on y revient toujours. Et c'est le sujet du principe numéro 3. Parce que oui, comme vous le savez, l'automatisation, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas gratuit malheureusement, et ça demande du temps. Ça demande du temps pour concevoir le workflow, le développer, donc le construire. Ensuite, il faut le tester, le corriger et le maintenir dans le temps, bien sûr, parce que c'est un domaine en pleine expansion, on utilise différents outils, on change à chaque fois, il y a plein d'évolutions. Donc il faut penser à un process qui soit scalable et pensé pour tenir dans le temps, mais aussi, voilà, forcément, des fois, il y a des changements et il va falloir le modifier de temps en temps. Je te mets un exemple tout simple. Si tu passes 40 heures pour faire une automatisation d'un process qui te prend 2 heures par mois, il faudra presque 2 ans pour rentabiliser ton investissement. Et bien sûr, là-dedans, je prends pas en compte la maintenance, qui est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Donc, pour faire simple sur mon petit process d'ajout de facture dans mon outil compta, calculez pour chacune des factures le temps que ça vous prend. Donc là, par exemple, on est à 10 minutes peut-être par facture. Ensuite, vous multipliez ça par le nombre de factures que vous avez par mois. Si par exemple, vous avez 6 factures à gérer, ou 6 ou 7 par mois, vous faites du coup 60 minutes, 70 minutes, donc environ 1 heure par mois. Si ce workflow vous prend, je sais pas, peut-être 4-5 heures à faire, dans ces cas-là, en 5-6 mois, vous avez rentabilisé votre temps. Donc si vous voulez maintenir ce process pendant plus de 6 mois, théoriquement, vous allez être rentable. Par contre, si ce process-là, vous voulez bientôt le supprimer d'ici 2-3 mois, dans ces cas-là, ça vaut pas le coup d'automatiser
ce genre de process. Donc pareil, pensez bien à faire vos calculs au préalable en termes de durée, en termes de coût aussi, parce que peut-être que vous allez déléguer dans ces cas-là votre temps et peut-être embaucher quelqu'un. Par contre, du coup, vous allez gagner du temps, mais vous allez perdre de l'argent. Donc encore une fois, c'est une balance à trouver. Un petit conseil que je peux te donner, c'est malheureusement d'être pessimiste dans tes estimations. Si tu estimes que pour faire une automatisation, ça va te prendre 5 heures, en vrai, souvent, prends toujours en compte le double. Parce que quand on construit, il y a toujours des choses imprévues qui se produisent, il y a toujours des connexions qui se passent pas comme prévu, il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé qui interviennent, ou alors des problèmes qu'on a mal identifiés lors du mapping, lors de la cartographie du début, et qui apparaissent toujours au dernier moment. Des fois, ça peut bien se passer, mais c'est toujours cool de se garder un petit peu de marge. Principe numéro 4, donc là on va entrer un peu plus dans la technique, dans la conception du workflow en lui-même, et moi ce que je vous conseille, c'est de construire des workflows qui sont entre guillemets modulaires. Si par exemple pour un process vous avez vraiment plein de choses, plein d'étapes à automatiser, eh bien il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont construire un workflow qui va être gigantesque. Le problème de ça, c'est que s'il y a un problème dans le workflow, toutes les étapes après vont planter et ne vont pas être réalisées. Et après de l'autre côté, il y a la personne qui va décomposer ce process en plein de petits workflows. L'avantage c'est que s'il y en a un qui casse, ça ne va pas ou peu embêter les autres. Ils sont tous indépendants les uns des autres. Ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut mettre en place des erreurs spécialisées par workflow et vraiment identifier l'erreur très précisément quand il y en a une. Par exemple, je reprends mon cas des factures. On peut comprendre au début qu'on va télécharger un PDF et qu'ensuite on va extraire les informations de ces factures. Eh bien, si je mets de l'extraction avec de l'IA à cet endroit-là, au tout début, et qu'ensuite je mets plein d'étapes dans la suite du flow, s'il y a un problème au niveau de l'extraction des informations avec l'IA, eh bien, la suite du workflow ne va pas être exécutée. Donc si par exemple dans la suite du workflow je devais envoyer un email à une personne pour lui signaler que j'ai bien reçu ma facture, ça ne sera pas fait. Tandis que si vous décomposez vos workflows en plusieurs sous-workflows, peut-être que l'extraction des informations ne sera pas et la facture ne sera pas ajoutée à l'outil compta. Par contre, la personne recevra quand même l'email comme quoi vous avez bien reçu sa facture. Vous voyez, donc c'est utile dans ces cas-là de vraiment séparer les workflows, que ce soit d'un côté pour pouvoir mieux les débugger, mieux les réparer, ou que ce soit d'un côté de pouvoir préserver les fonctionnalités et de permettre une meilleure robustesse de ces derniers. Et petit point important aussi, si vous passez par ce système de décomposer un process en plein de petits workflows, ayez des bonnes conventions de nommage. Parce que du coup, vous allez vous retrouver avec plein de petits workflows et il est important de savoir quel workflow fait quoi. Donc, ayez un bon nommage des workflows. Par exemple, si vous travaillez pour le process des factures, indiquez peut-être, je ne sais pas, facture au début de tous vos workflows concernant ce process. Et dans la deuxième partie du nom du workflow, vous mettez ce que fait ce petit workflow dans le process. Par exemple, extraction des informations de la facture. Et sachant que sur n-item, maintenant on peut aussi rajouter des descriptions des workflows directement, et ça c'est plutôt pratique. Si tu veux faire un test pour savoir si tu as bien nommé et décrit tes workflows, c'est que tu montres ton workflow à une personne qui ne le connaît pas du tout, et si en 2 minutes il n'est pas capable de dire ce que fait ton workflow, c'est que tu l'as mal nommé. Et enfin, dernier principe, et ça il est plutôt logique aussi, c'est donc prévoir que vos workflows peuvent casser à tout moment. Donc ça y est, t'as créé ton automatisation, t'es content, tout fonctionne bien, et sauf qu'un jour, en fait, tu décides de checker tes flows pour voir, faire une amélioration, voir s'il y a un bug quelque part, et en fait, tu te rends compte que ça fait 3 jours que tes factures ne sont pas ajoutées à ton logiciel de compta parce que, il y a une intégration qui fonctionne plus, et t'as pas setup de message d'erreur, tu n'as pas setup de gestion d'erreur tout court. Et l'objectif, c'est d'éviter d'arriver dans cette situation un peu catastrophique, et c'est d'anticiper les endroits clés de ton workflow, clés de ton process dans lequel il peut y avoir des erreurs. Et Dieu sait que les sources de problèmes peuvent être nombreuses. Par exemple, si tu as une API qui change, par exemple chez Google, dans ton outil de compta, je ne sais pas, avec un LLM tout simplement, pour l'extraction d'informations. S'il y a un fournisseur qui t'envoie un format de facture différent et que tu n'as pas pris en compte. S'il y a eu un bug réseau pile au moment où le workflow est en train de tourner, par exemple. Ce qu'il faut comprendre avec l'automatisation, c'est que c'est pas juste quelque chose que tu fais en one shot, c'est un travail régulier qui demande pas mal de maintenance afin de comprendre les bugs et de pouvoir éviter de les reproduire dans le futur. Donc il y a plusieurs fonctionnalités très simples à mettre en place, notamment dans n8n. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que vos agents retentent automatiquement s'il y a une erreur. Comme ça, par exemple, s'il y a eu un problème réseau ou s'il y a un problème avec le serveur, au moins, ça va retenter plusieurs fois et ça va corriger cette instabilité, entre guillemets, de réseau. Ensuite, il faut que toutes vos erreurs soient comptabilisées et rangées quelque part. Moi, par exemple, dans beaucoup d'automatisation, j'utilise Google Sheet. Je connecte un workflow d'erreur à mes workflows, et ensuite, ce workflow d'erreur, son but, c'est de récupérer l'erreur et me l'envoyer dans un Google Sheet et m'envoyer une notification. Comme quoi, je sais exactement ce qui s'est passé, à quelle heure et sur quel workflow, à chaque instant de la journée. Et enfin, dernier point, j'en parle tout le temps, vous le savez maintenant, l'IA est sujette aux hallucinations, donc vous pouvez potentiellement avoir des erreurs liées aux IA. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention aux prompts que vous mettiez dedans,
et il faut que vous retravailliez vos prompts et que vous analysiez vos résultats très régulièrement pour savoir ce qui manque du coup dans votre prompt et pour savoir ce que vous devez ajouter à celui-ci. Le prompting, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le temps, avec les itérations, avec les tests, et que vous allez améliorer au fur et à mesure des erreurs que vous corrigez. Pour résumer tout ce que tu dois savoir de cette vidéo, dans un premier temps, n'automatise jamais un process qui est cassé ou que tu connais pas bien. D'abord, tu le fais manuellement une dizaine de fois pour bien le connaître, et si ce process, même à la main, ça ne fonctionne pas, ça marchera pas mieux de manière automatisée. Ensuite, avant de construire, s'il te plaît, visualise bien ton process. Dessine chacune des étapes et note les problèmes pour chacune d'entre elles, et c'est à ce moment-là que tu vas découvrir ce qui vaut vraiment la peine d'être conservé, et ce qui doit être supprimé de ton process. En 3, calcule le retour sur investissement. Si ça coûte plus cher en temps ou en argent d'automatiser, eh bien des fois ça vaut mieux de garder le process manuel. En 4, décompose ton process en plein de petits workflows pour pouvoir limiter les erreurs et pour avoir un meilleur suivi dans le futur de quel workflow fait quoi, et ne pas te retrouver avec un workflow gigantesque. Et en 5, anticiper les erreurs, prévoir la casse de tes workflows. Donc pour ça, mets en place vraiment toutes les fonctionnalités qui sont possibles pour éviter les erreurs. En résumé, tu dois savoir quand ça plante avant d'en subir les conséquences. Donc maintenant, si tu as bien suivi tout ce que je t'ai dit et que tu as toujours envie d'automatiser un de tes process, tu peux prendre 5 minutes, essayer de visualiser ton process, visualiser pour chacune des étapes les erreurs, et tu me remercieras si je t'ai fait gagner du temps. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire le process que toi tu as envie d'automatiser, et peut-être que j'en ferai une vidéo dans le futur qui pourra t'aider. Et pareil, si tu as aimé ce genre de format, n'hésite pas à laisser un petit like, ça fait plaisir. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine.